pour ton introduction, Yannick. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci pour votre présence à cette première conférence, ce premier talk sur les crypto-monnaies, la blockchain, les NFT. Voilà. Je vais prendre la main et vous faire une petite présentation donc autour de la blockchain qui est la technologie sous-jacente en fait au Bitcoin. Et ensuite, je vous parlerai des bitcoins, mais plus globalement des crypto-monnaies ou en anglais cryptocurrency. Et ensuite, je vous parlerai plus précisément des bitcoins. Voilà. Alors, donc, blockchain et crypto-monnaie ou cryptocurrency. Déjà, j'aurais aimé savoir qui a déjà entendu parler en dehors du Kabako Staff, qui a déjà entendu parler des crypto-monnaies? Bon, ça aurait été plus facile physiquement où les gens auraient levé la main. Là, en distanciel, je ne sais pas si quelqu'un voit. OK. Et qui a déjà entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum? OK. Et qui en a déjà acheté? OK. Et une autre question. Qui sait comment fonctionne techniquement l'envoi d'un email? Quel est le protocole standard utilisé dans l'envoi de email? OK. Alors, pourquoi je pose cette question alors qu'on parle de crypto-monnaie? C'est parce que lorsqu'on regarde dans la presse toutes les discussions autour du Bitcoin, autour de la blockchain, on s'évertue énormément à parler de la technicité de la blockchain parce que c'est quand même quelque chose de très technique hein, d'un point de vue informatique. Il y a de la cryptographie, d'où le préfixe crypto hein, sur crypto-monnaie. Voilà, c'est pour la cryptographie. Donc, c'est des sujets très techniques, je dirais, d'un point de vue informatique. Et en fait, j'ai entendu un jour cette comparaison et cette personne disait, mais finalement, qui sait, on envoie aujourd'hui des mails tous les jours et plusieurs centaines de mails par semaine parfois, mais qui sait en fait, qui sait aujourd'hui comment fonctionne techniquement l'envoi de mails? Et finalement, très peu d'entre nous. Et on fait le parallèle avec la blockchain et certains disent, mais finalement, peu importe comment ça fonctionne techniquement, l'idée, finalement, c'est peut-être de l'utiliser et de développer des services autour de ça, quoi. Comme on l'a fait au début des années 2000 avec l'Internet, avec les emails, etc. Donc voilà, une réflexion que j'avais bien aimée. Alors, pour entrer dans le sujet, je vais vous diffuser une petite vidéo d'une minute qui explique ce que c'est la blockchain. Vous me dites si la vidéo est lue correctement. Banque, notaire, plateforme Internet. Au quotidien, nous utilisons les services de différents tiers de confiance. Ces derniers ne font pourtant pas toujours consensus, que ce soit en termes de fiabilité ou de légitimité. Et si la blockchain était l'opportunité de réformer ce système? Et si l'on pouvait se faire confiance sans recourir à un tiers? Les nouvelles technologies ont permis aux individus de communiquer et de s'organiser entre eux directement, sans passer par un intermédiaire. Mais lorsqu'un échange implique un transfert de valeur, nous avons besoin d'un tiers de confiance. Il faut passer par une banque pour transmettre de l'argent ou par un notaire pour céder une propriété. La supervision de ces tiers de confiance n'est pourtant pas sans risque, ce qui explique que nous perdions peu à peu confiance dans nos institutions. Aujourd'hui, la blockchain offre une alternative innovante au schéma actuel en promettant la fac pour venir te consacrer à une activité en ligne. Donc, il m'a expliqué sa vision des choses. Moi, je l'ai compris. Mais le vieux ne conçoit pas ça. Donc, je lui ai donné un premier 50 000. Va, achète-moi ta monnaie virtuelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais prends quand même. Il est parti. Après, quand je dois retourner à Bamako, bon, il me dit, bon, ça n'a pas trop marché. Bon, je ne sais pas ce qui n'avait pas trop marché. Je ne comprenais pas, mais j'ai donné l'argent quand même. Donc, ici, c'était l'occasion pour moi de réellement comprendre ce que c'est que la blockchain, savoir que les crypto-monnaies sont basées sur les blockchains et qu'on peut aussi en acheter. Moi, ma question actuellement, je commence par la crypto-monnaie. Vu que la crypto-monnaie dépasse déjà, moi, ma bourse, est-ce qu'on peut acheter des fractions de crypto-monnaies sans acheter un Bitcoin ou bien un Ethereum, etc.?
Ça, c'est la première question. La deuxième question, comment on fait aussi pour avoir les NFT, pour acquérir les NFT? C'est ça. Première question, Bitcoin, est-ce qu'on peut acheter les fractions? Et la deuxième, c'est pour les NFT, comment on fait pour en posséder? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup pour ta question et aussi pour ton historique hein, autour des bitcoins. C'est assez intéressant et je pense que tu as eu moi, c'est le même réflexe que toi que j'ai eu un peu plus tôt, mais voilà. En fait, tout est parti d'un article dans un magazine que j'adore qui s'appelle Wired, Wired. C'est un magazine très techno. En 2011, voilà, j'étais abonné dans ce magazine. J'ai entendu parler, enfin, j'ai lu un article sur les bitcoins et sur Satoshi Nakamoto, qui est le ou les créateurs du bitcoin. C'est le nom de quelqu'un, mais on ne sait pas si c'est un individu ou si c'est un groupe d'individus. Donc, c'est lui qui a créé le bitcoin. Et donc, voilà, moi, j'ai lu l'article là-dessus et c'est resté dans ma tête, quoi, tu vois, un peu comme tes cousins. Et je me suis dit comment faire, etc. Et j'ai cherché, je me suis documenté et j'ai fait ma première transaction. Alors, pour répondre à ta question, oui, tu peux tout à fait investir dans des fractions de Bitcoin. Je veux dire, si demain tu veux acheter avec l'équivalent de 10 euros, par exemple, tu veux acheter des Bitcoins, c'est possible. Donc, tu auras, par exemple, je ne sais pas moi, 0,000, tu vois, j'invente le chiffre, mais tu auras des millièmes de Bitcoin. Donc, c'est tout à fait possible. Euh, Moi, ma stratégie aujourd'hui en tant qu'investisseur dans les crypto-monnaies, c'est de diversifier mon portefeuille. Mais ça, c'est la stratégie de même un investisseur qui investit sur les marchés boursiers. Et comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, j'achète des fractions de Bitcoin parce que, comme tu l'as dit, aujourd'hui, un Bitcoin, ça vaut 30 000, 40 000 dollars. Donc, acheter une unité aujourd'hui, c'est compliqué et c'est pas donné à tout le monde. En revanche, je peux acheter, je sais pas, si j'ai 1000 euros d'économie que je peux investir, je peux me dire, OK, je mets 1000 euros, mais j'aurai donc 1000 euros divisé par le cours du Bitcoin, c'est ça la quantité que j'aurai. Donc oui, on peut tout à fait acheter des fractions de crypto-monnaies. Une autre stratégie dans la diversification, ça peut être d'acheter des crypto-monnaies dont le cours est très bas. Aujourd'hui, tu as des crypto-monnaies qui valent moins d'1 dollar euh, et qui ont une taille enfin, il y a énormément, comme je disais tout à l'heure, de crypto-monnaies. Certaines ont des capitalisations boursières très faibles. Ça veut dire qu'il y a peu d'activité, peu de liquidité, peu d'intervenants sur ce marché-là. Donc, moi, c'est un indicateur que je regarde. Je peux aujourd'hui prendre le risque ou la décision d'investir dans des crypto-monnaies qui valent, par exemple, 50 centimes d'euros. Et comme ça, je me dis, j'en achète une grosse quantité et je les garde pendant des années et des années. Et si j'ai de la chance et elles ont la même trajectoire que le Bitcoin, eh ben, je me retrouve avec, je ne sais pas, 1000 unités d'une monnaie que j'ai achetée à 50 centimes et qui vaut 10 000 dans 5 ans. C'est formidable. Voilà, je suis à la retraite. Donc, moi, c'est un peu ça l'idée, quoi. Mais donc, c'est ce que je suggérerais, moi. C'est quelqu'un qui veut investir, je lui dirais, achète un peu de monnaie connue, des bitcoins, de l'Ethereum, mais avec ce que tu peux investir. Hein. Si c'est 100 dollars, tu mets 100 dollars, mais voilà, tu auras les unités correspondantes. Et aussi, achète d'autres monnaies comme le Tezos, comme le Ripple, comme le Dogecoin. Mais ce qu'on peut faire, c'est on prend les emails et après, moi, je peux partager. Là, il y a plein de références que j'aimerais partager, mais le temps est un peu court. Mais les sites Internet que j'utilise, par exemple, pour suivre les cours, les sites Internet ou les applications mobiles que j'utilise pour pouvoir faire mes transactions, voilà, je partagerai ces informations après la réunion et on vous enverra ça, par exemple, par email. Donc, voilà. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième, je laisse la main à Xiaogong pour les NFT. Oui, en fait, pour créer un NFT, aujourd'hui, c'est assez simple.
c'est qu'on n'a pas besoin de programmer. C'est juste on peut aller sur les plateformes comme tout à l'heure, je vous ai montré OpenSea ou Rarible. C'est quand on est sur la plateforme, en fait, il faut qu'on a un portefeuille personnel, un portefeuille de crypto-monnaie. Ça peut être, par exemple, si on est allé, enfin, si on est sur OpenSea, qu'on peut, enfin, le site nous permet d'aller directement dans un portefeuille qui s'appelle MetaMask. Et donc, dès qu'on a notre portefeuille, on peut donc créer notre profil. Et donc, on achète un NFT avec notre portefeuille. Et donc, le NFT, donc ce NFT, on crée, il reste attaché à notre portefeuille. Donc, c'est-à-dire, c'est comme les monnaies crypto dans notre portefeuille. En fait, le NFT, c'est juste un jeton. C'est un token. Donc, en fait, donc, par exemple, dans OpenSea, dès qu'on a ce portefeuille, on crée le jeton et on peut comment dire, télécharger un contenu numérique attaché avec ce jeton. Et après, on peut le fixer à un prix. Et donc, en fait, ce jeton qu'on a créé, il est toujours dans mon portefeuille. Après, les gens, ils peuvent acheter de ce jeton, enfin, de ce NFT dans mon portefeuille. Et après, il paye enfin, comment dire, le prix que j'ai mis sur, par exemple, OpenSea. Et après, les autres personnes, ils peuvent aussi acheter ce qu'il m'a acheté. Donc, chaque fois, il y a une transaction et que je peux avoir une pourcentage de bénéfice tout le temps, toujours. Donc, aujourd'hui, c'est très simple de créer un NFT. Et surtout, aujourd'hui, quand on crée un NFT, on peut créer un jeton seul où on peut créer une série de jetons, c'est-à-dire une série de NFT. C'est pour ça qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils aiment bien collectionner des objets, surtout dans NFT, il y a des acheteurs, ils ont une grande patience à acheter des séries de NFT. Donc, ça aussi, c'est quelque chose, quand on fait le NFT, on peut choisir de faire un seul ou une série. Et voilà. Je pense que vous avez bien compris parce qu'en fait, surtout, c'est assez simple, hein. C'est pas si difficile que ça. C'est avec ces plateformes-là, déjà, c'est qu'il y a aussi des étapes nous guident à faire des NFT. Peut-être que la plupart des gens qui investissent en Bitcoin, en fait, ils les laissent pendant des années, 5 ans, je ne sais pas, 10 ans. Après, avec l'augmentation du cours, ça devient des sommes conséquentes. Et après, en ce moment-là, on se dit aussi qu'il faut peut-être attendre encore 10 ans. Comme ça va encore augmenter, des trucs comme ça. Or, on ne sait jamais, je ne sais pas, peut-être des catastrophes, quelque chose peut nous arriver. Quelles sont les solutions pour remédier à ça? Parce que j'ai entendu une histoire comme ça qu'il y a une vieille dame aux États-Unis qui a 100 bitcoins comme ça sur son compte et qu'elle a oublié son code en fait. Elle a 3 tentatives, elle a fait les 2 tentatives, il reste la 3e, elle hésite encore. Donc, je ne sais pas quelles sont les solutions qu'on a pour remédier à ces genres de cas. Je prends le cas, par exemple, vous pouvez avoir plein de bitcoins sur votre compte. Ça fait peut-être plusieurs milliers d'euros. Et en cas de décès, comment les personnes qui sont vos héritiers peuvent accéder à tout ça? Après, la deuxième question, c'est à Zaosong. En fait, je ne sais pas, je sais que selon ce que j'ai compris, les NFT, ce sont des œuvres digitales. C'est bien ça, si j'ai compris. Maintenant, si quelqu'un achète un NFT, quelle est la possibilité, la manière de pouvoir le sécuriser de telle sorte que ça ne soit pas piraté ou bien que, par exemple, si j'achète un NFT et après, moi, je le partage gratuitement et que tout le monde a accès à ça, est-ce que ça ne diminue pas en fait la valeur ajoutée de ce NFT?
Merci beaucoup pour tes questions. Ta question sur les cryptos est très, très intéressante et c'est très pertinente, hein, c'est une bonne question. Ça tourne autour notamment du stockage des cryptos. Alors, moi, tu vois, j'ai eu une mésaventure. J'ai investi tôt dans des cryptos via une plateforme qui était à l'époque la troisième plateforme mondiale en volume de transactions. C'était une plateforme russe. Euh, et donc, voilà, donc des milliards transitaient sur cette plateforme. Euh, L'erreur que j'ai faite, c'est quoi? C'est que on utilise ces plateformes de trading pour faire de l'achat et achat-vente. Mais beaucoup de crypto-traders conservent aussi, une fois qu'ils ont réalisé des achats, ils conservent leurs actifs sur la plateforme. Et ça a été mon erreur parce que aujourd'hui, même, enfin, c'est pas nouveau, hein, à l'époque, en tout cas, à l'époque, on achetait d'individu à individu. Donc, comme vous avez vu sur le tableau Excel que je vous ai montré, les 50 euros que ma toute première transaction que j'ai réalisée pour comprendre comment ça fonctionnait, eh bien, j'ai acheté ces 50 euros à quelqu'un qui était en Lituanie. Il me les a envoyés et donc je détenais sur mon disque dur mes 50 euros équivalent l'équivalent de 50 euros de Bitcoin. C'est ce que j'avais sur mon disque dur. Et ce que tu as mentionné, c'est que, si je ne me trompe, voilà. Ah non, toi, tu as parlé d'une dame qui n'arrivait plus à se connecter sur sa plateforme. Effectivement, c'est un risque, c'est quelque chose qui peut arriver. Après, normalement, il y a quand même certaines mesures de sécurité qui te permettent de… C'est comme quand tu oublies ton mot de passe d'email. Voilà, il y a des mesures de sécurité qui te permettent de recouvrer ton mot de passe. Mais oui, ça peut arriver. En tout cas, ce qui est arrivé dans le passé, c'est que des gens stockent leur crypto-monnaie, leur Bitcoin sur un disque dur et perdent ce disque dur. Donc ça, c'est des cas qu'on a vus dans la presse. Tel individu avait des centaines de bitcoins depuis 2013 sur son disque dur. Il a jeté le disque dur. Il a perdu 100 bitcoins fois 30. Bref, il a perdu des millions, quoi. Donc, moi, la mésaventure qui m'est arrivée, c'est pas de perdre un disque dur, c'est que j'ai fait des transactions sur cette plateforme russe qui était très connue, qui était sécurisée, où des milliers de personnes faisaient des transactions. En revanche, j'ai fait l'erreur de laisser mes avoirs sur la plateforme. Et ce qui s'est passé, c'est que les autorités américaines ont poursuivi la plateforme, ont saisi le nom de domaine. Donc un jour, moi, je me suis connecté et je ne pouvais plus avoir accès à mon portefeuille. Et j'ai commencé à regarder dans la presse qu'est-ce qui se passait. Et j'ai vu que le PDG de la plateforme, un Russe, qui avait monté cette plateforme de trading, s'est fait arrêter et les États-Unis voulaient l'extrader parce qu'il disait que c'était une plateforme sur laquelle on faisait du money laundering, du blanchiment d'argent. Donc, ils ont saisi la plateforme. Ils ont pu saisir les cryptos, ils n'ont pas pu saisir les autorités américaines les crypto-monnaies parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose de très sécurisé. On peut pas, si on n'a pas les accès, on ne peut pas saisir les portefeuilles. Mais ils ont pu saisir les comptes bancaires où il y avait des euros, des dollars. Donc, nous tous qui avions tous nos avoirs sur cette plateforme, on a tout perdu en fait. Certains ont perdu des millions, d'autres des centaines. Moi, aujourd'hui, ce que j'ai perdu, ça vaut ouais, des dizaines de milliers de dollars. Voilà. Mais après, je me suis refait d'autres portefeuilles sur d'autres plateformes plus sécurisées. Mais la leçon pour moi de cette histoire, c'est quoi? C'est que on a ce qu'on appelle le cold storage. Donc, c'est le stockage froid. C'est comme ça qu'on l'appelle techniquement. Donc, en fait, c'est un disque dur. Donc, mais aujourd'hui, on peut stocker ces crypto-monnaies sur un disque dur ou sur une clé USB, mais des clés sécurisées. Et en fait, si on perdait cette clé ou ce disque dur, on n'a pas perdu ses actifs. Il y a quand même aujourd'hui une sécurité qui fait que on a possibilité de, voilà,
ça a été sécurisé sur un disque dur, mais si on perd le disque dur, on n'a pas réellement perdu tous ces coins. La prochaine fois, je viendrai avec mon ledger pour le montrer. Ah, tu as le Ledger X, tu as? Ouais, justement, ouais. Voilà, exactement. Et donc, tu vois, là, moi, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que je fais encore l'erreur, entre guillemets, de garder mes actifs sur des plateformes, mais je suis sur des plateformes qui sont très, en tout cas, sécurisées et qui sont régulées par les autorités. C'est les plateformes américaines, donc c'est sécurisé par la SEC, c'est la commission qui régule les marchés financiers aux États-Unis. Donc, la plateforme russe où je tradais il y a quelques années, elle n'était pas du tout régulée. Et une plateforme régulée ne peut pas disparaître du jour au lendemain. Donc, ça donne quand même une certaine garantie. Mais tout récemment, en Turquie, il y a un jeune qui était le patron d'une plateforme de trading. Il a disparu avec quelques milliards. Donc, voilà, il était CEO d'une plateforme de trading. Il y avait beaucoup de transactions qui étaient réalisées sur sa plateforme. Et du jour au lendemain, il s'est évaporé, il a disparu. Il est recherché aujourd'hui. Au moins par la police turque, au plus par Interpol, et parce qu'il voilà, il s'est enfui avec la caisse, quoi. Voilà. Mais une plateforme sécurisée qui est régulée par les autorités de marché, ça donne quand même une certaine sécurité. Mais le mieux, c'est ce que Yannick vous montrera prochainement, c'est de stocker ça sur Ledger X ou ces systèmes sécurisés qui permettent de stocker ces crypto-monnaies. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu entièrement à ta question. Oui? Ok, parfait. Xiaogang, je te laisse la main pour la seconde partie de la question. Ok, merci. Donc, je pense que la question que j'ai comprise, c'est que est-ce que si on achète un NFT, est-ce qu'on peut partager avec mes amis, c'est ça? Donc, en fait, aujourd'hui, le NFT, enfin, plutôt dans le contenu numérique comme image, vidéo ou musique. C'est-à-dire qu'en fait, là, si j'achète un NFT de ce contenu comme ça, c'est vrai que tout le monde peut voir. Je peux aussi l'envoyer avec mes amis et puis partager. La seule chose différente, c'est que, en fait, c'est pas enregistré. Quand les autres ils regardent cette image ou cette vidéo, c'est toujours pas enregistré dans le blockchain. Donc, c'est-à-dire que c'est pas reconnu par l'Internet, c'est pas reconnu par tout le monde. Et que moi, si j'achète ce NFT, c'est-à-dire que, en fait, ce NFT, il est toujours là, il est toujours dans Internet. C'est comme un brevet, c'est comme un certificat. C'est un peu comme aujourd'hui dans les galeries et que les acheteurs achètent des dessins. Après, tout le monde peut regarder le dessin, il peut partager avec tout le monde, mais ce dessin, il est à lui. Donc, évidemment, aujourd'hui, il y a aussi des choses, des NFT, on ne peut pas partager avec les autres. Par exemple, dans le jeu Decentraland, c'est-à-dire que si j'achète un événement dans ce jeu, et les autres, ils ne peuvent pas avoir. Et que ce élément que j'utilise dans ma scène, par exemple, dans ma maison, un peu comme le Second Life, j'utilise, c'est toujours à moi et que je ne peux pas partager avec les autres. Donc, je pense que comme aujourd'hui, le NFT, c'est encore le début, c'est vraiment il vient d'être net. Donc, je pense que plus tard, il y aura une évolution pour comment on peut sécuriser, on peut encore sécuriser les NFT si les gens ils n'ont pas besoin, ils n'ont pas envie de partager avec les autres. Peut-être, je pense que plus tard, il y aura une évolution. Voilà, franchement, je suis très ravi sur cet atelier de formation sur la crypto-monnaie. Moi, j'en ai entendu parler de ça, blockchain, crypto-monnaie.
et je suis sur plusieurs groupes. Mais franchement dit, je n'ai pas investi dans aucune de ces crypto-monnaies puisque je n'ai pas encore assez de notions pour pouvoir investir. Mais je crois qu'avec ces ateliers de formation, je pourrais avoir plusieurs informations pour pouvoir investir. Puisque tout s'est fait en ligne maintenant, je crois que ça ressemble à du vrai. Et il y en a même qui m'ont montré des preuves. Mais c'est généralement dans mes habitudes de ne pas investir dans quelque chose dont je ne m'y connais pas assez. Donc, je crois pouvoir investir bientôt avec ces ateliers de formation. Merci. Moi, juste une petite remarque par rapport à ce que tu viens de dire, hein. Et tu sais, je vais te faire une anecdote. J'ai un groupe d'amis, on doit être une vingtaine. Je leur parle, j'ai même deux groupes d'amis, Euh, un sur Paris, un sur Londres. Celui sur Londres, je leur ai parlé des crypto-monnaies autour de 2012. Et si tu veux, je leur en ai parlé parce que j'ai lu ça, comme je vous le disais précédemment, dans une revue technologique. Et moi, j'étais curieux et je me suis dit, OK, allez, j'investis un peu dessous. Et mes amis aujourd'hui, le premier groupe, vient me voir et me dit, ah, mais tu nous as parlé en premier de ça, etc. Mais tu as vu les cours, mais c'est formidable. Mais si on avait investi, on aurait plein d'argent aujourd'hui. Mais parmi eux tous, aucun n'a aujourd'hui encore investi. Voilà. Le deuxième groupe d'individus, ils sont ouais, une quinzaine de personnes. Eux, je leur en ai parlé plus tard, bien plus tard, vers 2015 à peu près. Ouais, 2015. Et je leur en ai parlé très régulièrement. Et sur une dizaine de personnes, deux ont investi. Trois ont investi. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit, écoute, moi, je ne veux pas savoir comment faire, etc. Tiens, je te donne l'argent, tu investis. Je lui ai dit, non, 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 moi, je te montre comment faire et je te donne les noms des applications que j'utilise, etc. Et je te montre comment ouvrir un compte et tu le fais par toi-même. Il a insisté. J'ai dit, OK, d'accord, je le fais. Il n'y a pas de souci. Et les deux autres l'ont fait par eux-mêmes. Mais c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais. Et en fait, beaucoup de gens, euh, mais c'est valable même en dehors des crypto-monnaies, hein. On peut prendre les marchés boursiers. Euh, Beaucoup de gens n'investissent pas dans ce qu'ils ne comprennent pas, ce qui est tout à fait légitime. Mais parfois, on peut montrer, on peut expliquer, on peut montrer l'opportunité et certains ne voient pas le bien fondé et ne voient pas l'opportunité. Donc moi, en fait, avant, j'en parlais tout le temps autour de moi. Et aujourd'hui, je me dis, bon, ben, ça ne sert à rien de prêcher, en fait. Il faut juste moi-même le faire. J'investis, j'en parle. Là, aujourd'hui, j'en parle parce que c'est une belle opportunité. Mais maintenant, par exemple, dans mon réseau, dans mon petit cercle, j'en parle plus trop parce que finalement, on se rend compte que, voilà, on va en parler à 100 personnes, il y a peut-être 5 personnes qui vont le faire. Et on est encore pour les crypto-monnaies, euh, en anglais, on dit des early adopters, c'est-à-dire que encore très peu de gens dans la population mondiale je veux dire, investissent dans les crypto-monnaies. Ça reste encore une niche et c'est quelque chose de très spécialisé et c'est que quelques personnes, je dis, on appelle ça les initiés en fait, c'est vraiment les tout premiers. Donc, on n'est pas encore c'est pas encore la masse, c'est pas encore monsieur et madame tout le monde qui investissent là-dedans, quoi. Et voilà. Et un dernier point, c'est, comme je le disais tout à l'heure, on met pas tous ses œufs dans le même panier. Donc moi, quiconque peut investir aujourd'hui dans les crypto-monnaies, j'entendais ça d'ailleurs hier à la radio, sur une radio financière, et la dame disait, en fait, la gestionnaire de fortune disait, investissez dans les crypto-monnaies, mais ne mettez pas plus de 5% ou 10% de votre portefeuille. Voilà, parce que ça reste quelque chose de très volatile, de très risqué. Donc, ne prenez pas trop de risques. Investissez 5%, 10%. Parce que perdre 5 à 10%, c'est pas, c'est de ses avoirs, c'est pas dramatique.
perdre 20, 30, 40, 50%, ça peut être dramatique. Donc, c'est marrant parce que ce qu'elle disait, cette analyste hier à la radio, moi, c'est exactement ce que je recommande. C'est, voilà, essayez, ceux qui peuvent essayer, investissez un petit montant pour voir comment ça fonctionne et puis on ne sait jamais. Mais un dernier point, c'est que je pense que nos économies africaines, et je vous montrais tout à l'heure sur l'écran les PIB des 10 premières économies africaines versus le poids, la capitalisation boursière des 10 premières cryptocurrencies, on voit que, voilà, je ne sais pas, l'économie guinéenne, par exemple. Aujourd'hui, la Guinée-Conakry a un PIB autour de 6 à 7 milliards de dollars. Le Mali, ça doit peser autour de 13 milliards de dollars, le PIB. Euh, et on voit que les crypto-monnaies pèsent, la 10e crypto-monnaie pèse peut-être, je ne sais pas, j'ai dit tout à l'heure, ouais, une dizaine de milliards. Et la plus grosse des crypto-monnaies pèse, j'ai dit, quasiment 700 milliards. Donc on se dit, est-ce que pour nos économies, pour nos gouvernants, il n'y a pas quelque chose de très innovant à faire, à développer autour de ça? Mais bon, ça peut être l'objet de discussions futures. Mais Exactement. voilà, je pense que comme je le disais tout à l'heure, il y a énormément à dire et on a des projets très innovants à monter et on n'a pas besoin de milliards pour développer des projets en crypto-monnaie, hein, comme développer une start-up. On a besoin, voilà, d'ordinateurs de matière grise et puis de beaucoup d'audace, quoi. Voilà. Je viens de dire qu'en fait, la manière dont il parle pour l'investissement, c'est exactement ce que je fais en ce moment. C'est que j'investis genre 5%. Après, j'achète les monnaies les plus populaires, les top 5. Comme ça, c'est juste un petit investissement pour moi. Et puis, en fait, pour moi, c'est que quand on investit en crypto-monnaie, il faut vraiment faire des recherches. Faut pas acheter parce qu'en fait aujourd'hui il y a beaucoup de monnaies ils sont vraiment casse enfin je dis pas à cause du réseau social et les gens commencent à acheter n'importe quoi par exemple le Dogecoin en fait c'est pas un projet c'est juste quelque chose qui est ironique à la base mais enfin à cause du Elon Musk et ça devient quelque chose ça augmente très très rapidement. Mais par exemple, donc les gens ne connaissent pas le système blockchain, ne connaissent pas le projet de Bitcoin ou Ethereum, etc. Il ne comprend pas ça, il ne fait pas des recherches, il achète Dogecoin parce qu'il voit tout le monde parle et puis il achète. Donc pour moi, c'est que si on veut investir en crypto-monnaie, il faut d'abord faire des recherches, il faut voir qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi leur projet, c'est quoi leur programme. Et puis de voir, pour ça aussi, nous-mêmes, on construit une conscience en nous parce que des fois, par exemple, aujourd'hui, le marché s'écoule et les gens qui n'ont pas de confiance, ils ont peur, donc ils vendent tout. Mais les gens, ils connaissent bien ces projets, ils savent qu'est-ce qu'au futur, ce projet va devenir. Donc, ils restent là et c'est ces gens-là qu'ils peuvent gagner, ils peuvent faire un bon investissement. Voilà, donc c'est mon conseil. Donc, pour moi, il faut d'abord faire des recherches si vous voulez acheter en monnaie. Donc, pour moi, en tout cas, si vous ne voulez pas, pour moi, comme Bitcoin et Ethereum, c'est